conférence de presse, Moïse Chamala. La Cour de cassation a publié ce jeudi les conclusions des enquêtes sur l'assassinat de Cherubin Okende. Pour la justice congolaise, l'ancien ministre de Transport s'est suicidé. Et le parti Ensemble pour la République se dit indigné. Pour Maître Hervé Diakessé, porte-parole du parti, il s'agit d'un acte de déni des justices. La Cour de cassation devrait commencer par donner le rapport d'autopsie qui a été fait par les experts venus de plusieurs pays. Après le plaidoyer de ses coéquipières et de la LISPED pour un enterrement digne de l'ancienne basketteuse Gertrude Ndombe décédée depuis le 8 février, la Fédération de basketball du Congo, le gouvernement congolais et la famille ont trouvé un compromis. La championne sera mise en terre ce vendredi. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. L'ancien ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Cherubin Okende, décédé le 13 juillet 2023, s'est suicidé. C'est la principale conclusion des enquêtes menées sur cette affaire, dont le contenu a été révélé ce jeudi par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, l'a dit au cours d'une conférence de presse. Moïse Chamala. C'était dans son cabinet de travail que le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a rendu public les conclusions de l'enquête sur la mort de Cherubin Okende. Devant les chevaliers de la plume, tant national qu'international, après plusieurs mois d'enquête, le procureur général près la Cour de cassation a révélé à la face du monde que Cherubin Okende s'était suicidé. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi que à la toxicologie. De toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Cherubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Feu Cherubin Okende s'est suicidé. Retrouvé mort le 13 juillet 2023 à Kinshasa et malgré l'implication des experts étrangers dans l'enquête, aucune conclusion n'avait été rendue publique par les autorités congolaises. Le même 13 juillet, les procureurs généraux près la Cour de cassation avaient fait une communication dans laquelle ils annonçaient les premiers éléments de l'enquête qui avaient abouti à l'arrestation du garde du corps de Cherubin Okende, retrouvé tôt les matins sur les lieux de sa mort. Le corps n'était pas criblé de balles. Et il y avait une seule balle tirée de l'arme trouvée à côté dans le véhicule, l'arme appartenant à son garde corps, et tirée à partir de la tombe à bout touchant. Donc, les canons étaient sur la tombe. La deuxième chose que je voulais aussi peut-être dire, mais de manière un peu plus claire, éclaircie, c'est quoi? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions, je suis au bout du rouleau. Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, et c'était en présence de la veuve, ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. La justice congolaise affirme que la suite de l'enquête sur la mort de Cherubin Okende visera maintenant à comprendre non pas l'identité de l'assassin, mais plutôt la cause qui préoccupait l'ancien ministre. Et la réaction de son parti Ensemble pour la République n'a pas tardé. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec Maître Hervé Diakessé, porte-parole du parti. Bienvenue. Êtes-vous satisfait des conclusions de ces enquêtes publiées par la Cour de cassation? C'est une réaction d'indignation. Nous concluons simplement que la justice congolaise a posé un acte de déni de justice pour clôturer l'enquête, certainement pour des raisons de protéger des intérêts obscurs. Réfléchissons un seul instant. Cherubin Okende devrait devrait se suicider réellement sans qu'on nous ait donné le rapport d'enquête, le rapport d'autopsie. Parce qu'il y a eu une autopsie. En dehors du procureur général de la République qui n'a pas assisté au dernier moment de Cherubin Okende, il n'y a que les assassins qui ont assisté à ces derniers moments. Seul les rapports d'autopsie nous donnent d'abord les causes de la mort et les circonstances probables de la mort.
Donc vous voulez dire que si on en croit la justice congolaise, Chéribert Okende a d'abord fait disparaître son propre véhicule, et puis par après il a réapparu à un endroit précis où il s'est administré plus d'une balle d'arme à feu avant de décéder. Cette conclusion est aberrante. Et donc, là, nous nous indignons, nous considérons qu'il y a un déni de justice. Alors, si ce n'est pas un cas d'homicide, qu'est fait le garde du corps de Chéribert Okende en prison? Nous sommes en train d'assister à quelque chose de scandaleux et d'inadmissible. Il s'agit quand même d'un serviteur de l'État, d'un ministre honoraire, d'un député national honoraire, et d'un père de famille, d'un compagnon de lutte pour notre parti. On ne va pas laisser cette histoire s'arrêter comme ça. Et puisque vous n'êtes pas satisfait des conclusions de la justice congolaise, que comptez-vous? Vous comptez par exemple saisir la justice internationale? Au regard des dernières déclarations de l'avocat de la famille, qui avait estimé qu'il n'y avait plus rien à attendre de la justice congolaise, ce qu'elle-même vient de prouver avec éclat par une conclusion aussi désinvolte, étrangère à toute logique juridique. Donc, on n'a plus d'autre choix que de saisir les instances étrangères indépendantes. Et nous attendons aussi que les rédacteurs du rapport d'autopsie, le rapport d'autopsie a été fait par des experts sud-africains, des experts onusiens, des experts belges, de ne pas rester dans les silences, qu'on nous dise réellement ce qui était dans ces rapports-là. Et peut-être là où la justice est beaucoup plus indépendante, eh bien il y aura une manifestation de la vérité. Et les assassins rendront compte. Maître Diakité, merci. Agression rwandaise, le député européen Thierry Mariani a dénoncé hier mercredi au Parlement européen l'inaction de l'Union européenne, signant même l'accord avec le Rwanda sur les minerais de la RDC. Selon lui, le pays de Paul Kagame viole la souveraineté de la République démocratique du Congo et soutient les milices et qui pillent la RDC. On l'écoute dans cet extrait choisi par Etienne Tambois. L'écœurement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? En parlant justement des minerais, les communautés locales des territoires de Walungu et de Mwenga en province du Sud Kivu dénoncent encore une fois l'exploitation minière illicite et la fraude de l'or par la société Golden Construction Mining SRL à Toubimbi et à la limite entre la chefferie de Ngweshe et de Luindi. Aucun agent de l'administration des mines ni des services techniques n'est présent sur ces sites. Les minerais du pays traverseraient toujours vers le pays agresseur. Selon ces communautés, cette société s'adonne à l'exploitation minière sans transformer au préalable le permis de recherche 14 879 appartenant à une autre société des droits congolais en permis d'exploitation, une pratique qui viole les articles 50 et 44 du Code minier, renseigne une note de dénonciation du Bureau des coordinations de la société civile.
Pour sécuriser son pillage, sa fraude et sa contrebande, elle fait escorter ses productions vers le pays voisin par certains hommes armés, en violation flagrante des articles 27 et 111 du Code minier. Le membre des communautés locales lance un cri d'alarme sur la destruction de leurs champs et étangs piscicoles, ainsi que la destruction et la pollution des rivières. Ils ont d'abord détruit nos palmiers. Comme ils sont ici, ils nous aident à trouver un bidon d'huile qui nous permet de scolariser les enfants, trouver à manger et les soins de nos enfants. Ils détruisaient la nuit, sans accord et à l'insu du chef de chefferie et des services de sécurité. Leur carrière était remplie de palmiers, mais ils ont tout détruit. La violation des droits humains sous plusieurs formes, dont le menace des morts, proférée à l'endroit de certains défenseurs des droits humains, la destruction de l'environnement et des écosystèmes, l'absence totale de toutes sortes de compensations en termes de projets de développement, à savoir la construction des écoles, structures sanitaires, ponts, stades, marchés, pour ne citer que cela. Le membre de la communauté de Luindi, Ngweshe. Les dégâts causés par la société Golden Mining sont vraiment énormes du point de vue environnemental. Donc les cultures ne peuvent plus se faire. Au-delà de ça, n'en parlons pas sur la pollution des eaux. Il faudrait qu'il y ait une étude d'impact environnemental et social qui devait être faite au préalable. Après plusieurs dénonciations, le ministre provincial des Mines et Ressources hydrauliques avait suspendu les activités de cette société, mais selon la communauté, cette société continue ses exploitations. Sécurité des personnes et de leurs biens dans le district de Moamba, 150 malfrats ont été arrêtés. C'est le résultat des opérations de bouclage qui ont couvert le quartier Ndanou, Mombele et une partie de Kisanso. Le commandant de ce district, le colonel Freddy Lifenge, qui appelle d'ailleurs la population à dénoncer tout cas ou personne suspecte. Ils ont été interpellés par la police lors des opérations de bouclage qui ont couvert la nuit d'aujourd'hui les quartiers Ndanou et quartier Mombele de la commune de Limete. Parmi eux, les enfants des familles policières comme celui-ci, surnommé Général Ekoutou. Il a été sauvé de justesse par la police alors que la population voulait les brûler vifs à cause de son banditisme. Ça, 50 jeunes ont été interpellés, parmi eux des innocents qui ont été au mauvais endroit et au mauvais moment. Ils étaient soit aux côtés des Kuluna, soit dans la même parcelle que les personnes recherchées. Le commandant de la police Moamba nous explique. L'échantillon déjà que nous avons fait comme opération aujourd'hui, et on avait leur nom. Ce sont des enfants qui terrorisent les quartiers de Ndano, qui terrorisent les quartiers de Mombele et une partie aussi de Kiseso. À chaque fois, lorsqu'on fait l'opération, on ne prend pas tout le monde. C'est pourquoi vous avez vu qu'on les a scellés. Il y en a qui sont considérés comme innocents et présumés coupables. Lorsqu'il verra que les gens sont innocents, il sera obligé de les libérer et rentrer à la maison. Mais ceux qui sont considérés comme chargés et coupables, je pense qu'ils vont subir la rigueur de la loi. Les populations d'Imoamba sont encouragées à collaborer avec la police en dénonçant toutes les personnes qui représentent un danger pour cette partie de la capitale. Et puis le natif de Mongafula, le député provincial Sokrate Mubingai, ne pouvait pas rester insensible face à cette insécurité qui touche sa municipalité. Mardi dernier, il a rencontré le bourgmestre Séverin Lumbu pour échanger sur la situation d'insécurité qui touche ce coin de la capitale. Ensemble, ils ont parcouru les milieux à problème. Accompagné du commandant du district de Mongafula, le colonel Richard Munongo, le député provincial Sokrate Mubengai et le bourgmestre Séverin Lumbu ont sillonné quelques quartiers où les habitants ont été victimes des inciviques communément appelés Kuluna. Après cette tournée, le bourgmestre de la commune de Mongafula a salué l'initiative de maître Sokrate Mubengai. La sécurité étant une affaire de tous, il invite les habitants de sa municipalité à collaborer avec les responsables de la police pour neutraliser ces inciviques. Et lorsque vous voyez un fils, un élu qui vient en appui au bourgmestre pour essayer de trouver des solutions,
aux problèmes qui rongent cette population, je pense que nous ne pouvons que saluer cela, parce que ça entre dans la vision du chef d'État. L'élu provincial Socrate Mobengai ne cesse depuis la campagne électorale de dénoncer l'insécurité dans cette commune. Il implore l'autorité compétente de revoir à la hausse l'effectif des policiers et la logistique nécessaire pour mieux sécuriser ces coins de la capitale. Le message est très clair. Nous ne sommes pas venus arrêter qui que ce soit. Nous sommes venus constater, ensemble avec l'autorité de tutelle, pour pouvoir ensemble mettre des stratégies. C'est la sécurité. Comme j'avais promis à la population de Mongafula, nous allons crier plus haut pour la cause du bien-être de Mongafula. L'élu de Mongafula promet de crier haut et fort pour que les autorités se penchent à fond sur la lutte contre l'insécurité, non seulement dans sa commune, mais encore et surtout sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Direction Léo Lomami, où le ministre provincial des infrastructures Ndai Mwepo Gervais, accompagné des ingénieurs de l'office de route, a été dépêché par la gouverneure du Lomami sur la nationale numéro 1 axe Kamina-Kabondo, question d'inspecter les bourbiers qui freinent le passage des engins. Ces travaux qui seront lancés d'ici là sont le fruit des démarches menées à Kinshasa par la gouverneure Yomba Kalenga. Tronçon routier compris entre la ville de Kamina et Kabondo-Dianda est un état de délabrement très avancé. Dans la vision du lancement dans les 12 prochains jours de travaux de réfection de quelques points chauds, l'autorité provinciale du Olomami, le docteur Isabelle Kalinga Mushimbi, a dépêché sur place le ministre provincial des infrastructures, Jorvin Daimwepouk, accompagné les directeurs provinciaux de l'office des routes et son adjoint, pour une étude et l'évaluation de l'état qui présente cette unique route qui relie la province du Olomami à d'autres provinces du pays et qui bénéficie déjà du financement du gouvernement central après de nombreuses démarches menées par l'autorité provinciale auprès de sa hiérarchie. Sur place, le constat fait état d'une détérioration inexplicable. Les bourbiers s'envident à chaque 100 mètres, rendant ainsi la circulation difficile sur cette partie. Il faut plusieurs heures et efforts pour rouler sur cette route long seulement des 100 km. L'autorité provinciale, les docteurs Isabelle Kalinga Mushimbi, soucieux du développement du Olomami comme le prône le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut voir sa population sortir de cette souffrance car plusieurs passagers qualifient déjà ces tronçons d'un calvaire. Une occasion pour la délégation conduite par Gervais Ndaimwepouk, ministre provincial des infrastructures dans la province du Olomami, de visiter la carrière de la latérite à Kiboubi qui servira de matériau lors de travaux qui seront bientôt lancés avant de donner ses impressions. L'état des lieux des bourbiers, parce que son Excellence Madame la gouverneure de province veut assez qu'on puisse réhabiliter ces tronçons, donc Kiboula vers Kabondo-Dianda. Et je suis accompagné par les techniciens de l'office des routes. Nous avons fait l'état des lieux, nous avons constaté que la route n'est pas en bon état. La mission terminée, la délégation du ministre a regagné Kamina après un pénible voyage de 48 heures sur seulement des 100 km. Après les membres de la société civile pour cette deuxième journée d'activité, le directeur général de l'APCSC, Freddy Chembo, a reçu tour à tour la délégation des étudiants des universités publiques et privées, ainsi que les entrepreneurs. Avec les étudiants, il était question de faire comprendre réellement les missions de cette agence depuis sa mise en place. Au cours de cette rencontre avec les étudiants, la question relative à l'évolution du contrat sino-congolais a été également évoquée par les étudiants du Congo qui ont voulu en savoir plus également sur le choix des projets d'infrastructure et la conformité des travaux réalisés. De cet échange, nous avons beaucoup appris. Et en tant que jeunes, nous nous sentons directement concernés et nous verrons dans la mesure du possible comment accompagner à notre niveau les actions pour qu'elles soient davantage vulgarisées et voilà. Suivra le tour des entrepreneurs congolais. Avec eux, le directeur général Freddy Chembo voudrait recueillir leurs propositions en vue de les associer dans les différents projets de développement sur l'ensemble du territoire national. Nous avons discuté, il a répondu, on est presque épaté un peu parce qu'on n'a jamais vu ça. En tout cas, pour moi, c'est une grande première qu'une structure comme celle-ci puisse associer des jeunes entrepreneurs et réfléchir, les écouter et voir un peu qu'est-ce qu'ils veulent apporter comme idée pour
développer ces pays dans tous les secteurs. Hein. Il a dit que c'était dans tous les secteurs. On a parlé des infrastructures, nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé de la communication. En tout cas, nous avons parlé de tous les secteurs pour développer ces pays. Ébloui par cette initiative, cette broche d'entrepreneurs a salué la démarche du numéro 1 de l'APCSC. Et puis le président du conseil d'administration du Fonds forestier national, Rigoberto Kouta, est sorti de son silence pour faire une mise au point sur la gestion de cette institution de prime abord. Il estime qu'il n'existe pas un conflit de compétences au FFN. Tout ce que le conseil veut est simplement le respect des textes, l'obligation du contrôle, la gestion des ressources ainsi que la mobilisation des recettes. Pour le président du conseil d'administration, les contrôles à l'interne est le seul moyen pour la gestion efficace de cette entreprise. Pour nous, au conseil d'administration, il n'y a aucune friction entre le conseil d'administration et la direction générale. Nous continuerons à faire nos contrôles. Pas seulement le contrôle des projets de reboisement, mais le contrôle des orientations que nous donnons à la direction générale à travers nos recommandations, décisions et résolutions. La gestion implique aussi la mobilisation de recettes pour assurer les opérations de reboisement. Conformément à l'article 2, le fonds a pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement et d'aménagement forestier et de toute opération de nature à contribuer à la reconstitution du capital forestier. Il finance en outre les missions de contrôle et de suivi de la réalisation des susdites opérations. C'est ainsi que la mobilisation et le recouvrement des ressources, notamment les taxes, des reboisements, des déboisements, ont figuré parmi les priorités de notre conseil durant l'année 2023. Pour une gestion efficiente, il faut améliorer les ressources humaines et la réglementation à travers le respect des processus d'engagement. Le conseil d'administration continue à maintenir dans l'intérêt du personnel du fonds la mesure d'interdiction du mouvement du personnel au sein du FFN à juste titre par la tutelle par sa lettre du 10 juin 2021. Contrairement aux mauvaises dents qui évoquent un prétendu conflit, il n'y en a pas un. Et dans l'enseignement supérieur et universitaire, l'université du CIPROMAD a produit un nouveau doctorat en management. La soutenance de la thèse axée sur la décomplexification des conflits interethniques au Nord Kivu a été défendue par le chef de travaux Joseph Mulonda et sanctionnée par la mention grande distinction. C'était un moment exceptionnel à l'université du CIPROMAD. Les efforts de plus de 30 ans consentis par les professeurs émérites Oscar Ntsaman connaissent de plus en plus un aboutissement heureux, car la science vient afin de triompher. Ce mercredi, l'université du CIPROMAD a produit un nouveau docteur en management stratégique et opérationnel de la décomplexification des conflits interethniques de la province du Nord Kivu. Dans son approche, le chef des travaux, Joseph Mulonda, démontre les fondamentaux de la dégradation de la confiance entre les ethnies, mais aussi les diagnostics stratégiques des conflits, les causes, les auteurs, les intérêts et les stratégies des résolutions de conflits, mais aussi l'approche managériale en vue de transformer ces conflits communautaires en richesse. Après débat et délibération en huis clos, les jurys composés d'éminents professeurs, notamment les professeurs Albert Mulumba, Angel Ntsaman Onsine, Émile Bongeli, Rogassia Onden, Dadi Onken, lui ont conféré la grande distinction. Monsieur le chef de travaux Mulumba Joseph a réussi avec la mention grande distinction. Vous savez que la partie est de la République est déchirée par les conflits. Entre autres conflits, il y a celui interethnique qui donne opportunité à plusieurs ennemis de notre pays. Et c'est comme ça que cette approche managériale est venue comme une solution durable et efficace qui va permettre désormais, à partir du changement de notre perception, qui est le premier niveau, et le choix d'une approche stratégique et managériale dans la résolution de nos problèmes en interne. Le promoteur de la thèse, les professeurs émérites Oscar Ntsaman, autrefois incompris, est désormais compris, car la science vient enfin de lui donner raison.
Allez, on va terminer par le sport. Décédée le 8 février 2024 à Kinshasa, la basketteuse congolaise Gertrude Ndombe sera inhumée ce vendredi 1er mars 2024. Un plaidoyer de ses coéquipières et de la LISPED qui a permis à ce jour à la Fédération de basketball du Congo, le gouvernement congolais et la famille de l'illustre disparu d'harmoniser le programme des obsèques pour que Gertrude Ndombe soit enterrée avec honneur. Les sportifs congolais en général et amoureux de la balle au panier en particulier vont rendre les derniers hommages à Gertrude Ndombe ce vendredi à Kinshasa. Ce jeudi, la Fédération de basketball du Congo, représentée par son deuxième vice-président, Oscar Kikweta, et la famille biologique de l'athlète, ont reçu une enveloppe consistante des mains du ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou-Mwana Kaboulo, pour l'organisation digne des obsèques de l'ancienne gloire des léopards, un motif de satisfaction pour les proches de l'illustre disparu. Et le gouvernement est très sensible à travers son premier ministre, M. Jean Michel, c'est notre participation pour qu'il soit enterré dans la dignité avec honneur. Et le gouvernement les remercie et je serai là pour déposer la journée de fleurs au nom du gouvernement de la République. Décédée jeudi 8 février 2024 à Kinshasa, Gertrude Ndombe sera inhumée ce vendredi 1er mars, comme le confirme le deuxième vice-président de la FEBACO, Oscar Kikweta. Et que ce soir, il y a déjà la veillée à l'espace Atlantis, première nuit de l'été. Et puis demain, c'est la levée du corps à l'hôpital du Cinquantenaire. Les hommages commencent à partir de 9h. Pour rappel, Gertrude Ndombe Kengebeni est de la génération dorée des Léopards Dames basketball qui ont fait la grande épopée des années 80 en remportant 3 fois la Coupe d'Afrique des Nations et en jouant la Coupe du Monde au Brésil. Et venons au rappel des principaux titres. La Cour de cassation a publié ce jeudi les conclusions des enquêtes sur l'assassinat de Chérubin Okende. Pour la justice congolaise, l'ancien ministre de Transport s'est suicidé et le parti Ensemble pour la République se dit indigné. Pour maître Hervé Diaké, ses porte-parole du parti, il s'agit d'un acte de déni de justice. Après le plaidoyer de ses coéquipières et de la LISPED pour un enterrement digne de l'ancienne basketteuse Gertrude Ndombe, décédée depuis le 8 février dernier, la Fédération de basketball du Congo, le gouvernement congolais et la famille ont trouvé un compromis. La championne sera mise en terre ce vendredi. Ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.